Je ne me présente pas du tout à vous en tant qu'experte du vieillissement des personnes en situation de handicap. Je suis certainement pas plus experte que vous, professionnels, qui accompagnez les personnes au quotidien. Certainement pas plus experte que vous, famille, qui faites l'expérience d'accompagner un proche vieillissant. Et certainement pas aussi experte que les personnes en situation de handicap elles-mêmes, qui font l'expérience de vieillir. Je viens juste vous apporter un certain point de vue qui est celui d'une éducatrice spécialisée qui est devenue sociologue. J'ai mal tourné. Et voilà, je vais me saisir de la sociologie pour vous proposer de faire un petit pas de côté sur cette question du vieillissement des personnes en situation de handicap. Alors, je vais pas reprendre ce qui a déjà été fort bien dit en introduction de cette journée. L'allongement de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap, c'est un phénomène qui n'a pas été anticipé. Les premiers constats, on peut les repérer dès la fin des années 80, début des années 90, et c'est finalement qu'à partir des années 2000 qu'il va y avoir ce qu'on appelle une mise sur l'agenda politique, c'est-à-dire que la question va se retrouver dans l'ensemble des schémas d'organisation sociale et médico-sociale qu'on va commencer à développer des dispositifs. À cette époque-là, c'est un phénomène inconnu. On a des personnes qui sont à vieillir, qui arrivent à des âges de plus en plus avancés, et comment les accompagner, comment ça va continuer à évoluer, c'était un phénomène inconnu. Et puis un phénomène qui prenait corps aussi dans un contexte bien spécifique, c'est-à-dire qu'on avait des établissements et des services médico-sociaux qui ont été conçus essentiellement avec les lois de 75, donc à une époque où les personnes en situation de handicap avaient une espérance de vie faible. Donc ils ont été pensés pour des personnes qui ne devaient pas vieillir. Et par ailleurs, ça a déjà été fort bien expliqué en introduction, c'est aussi, ça prend corps aussi dans un contexte d'organisation politique catégorielle, c'est-à-dire qu'on a le handicap d'un côté, la vieillesse de l'autre, et là on se retrouve avec des personnes en situation de handicap qui arrivent à l'âge de 60 ans. Et une des grandes questions à l'époque, c'était de se dire, mais alors à 60 ans, handicapés ou vieux? De quelle catégorie administrative est-ce qu'ils vont relever? Et ça n'est pas anodin pour ces personnes. Donc on s'est posé plein de questions, bien entendu, comment adapter les projets d'établissement, comment articuler des besoins de soins croissants tout en maintenant un travail éducatif, quid des retraites et des AT. Première ESAT, c'était CAT à l'époque, 1954, quand on les a créés, on était à milieu d'imaginer que les travailleurs pourraient un jour arriver à l'âge de la retraite. Et c'est ce qui s'est produit. Alors il y a eu effectivement énormément d'expérimentations. Le secteur médico-social a été très inventif, très réactif. On a créé énormément de choses. Le problème, c'est que sans politique nationale globale, tout ce qui s'est créé, en fait, c'était vraiment des négociations qui ont été menées à une échelle locale, au niveau des départements, au niveau des régions. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une offre globale, l'accompagnement du vieillissement des personnes en situation de handicap. On a une offre qui est très riche, qui est très diversifiée, mais qui est totalement invisible à l'échelle du territoire national. Et il y a de très fortes inégalités. Moi, j'ai fait une thèse en sociologie sur le passage à la retraite des travailleurs des AT, et je voyais bien que ces personnes, quand elles arrivaient à la retraite, selon le territoire où elles vivaient, selon même l'organisme gestionnaire de l'établissement du service qui les accompagnait, ne se voyaient pas du tout offrir les mêmes possibilités. Donc, vous voyez, voilà, il y a eu énormément de questionnements, il y a eu énormément de réflexions, mais ça a été fait dans une logique réactive, il n'y a pas eu d'anticipation, encore une fois. Donc, on était face au problème, et voilà comment on fait pour accompagner. Et il y a peut-être une question sur laquelle on est passé un peu vite, de mon point de vue. C'est quoi, en fait, vieillir? Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? Et c'est là que j'ai utilisé un peu de sociologie avec parcimonie, bien sûr. En sociologie de la vieillesse et du vieillissement, on peut situer l'analyse à peu près à 3 niveaux. Globalement, c'est ce qu'on fait en sociologie. Il y a le niveau un peu macro, un peu général, on va s'intéresser aux représentations. Par exemple, on va parler de l'agisme. On va voir de quelle façon les politiques publiques mettent en forme les nouveaux âges de la vie. Un niveau méso plus intermédiaire, où là, on va essayer de montrer que finalement, ce groupe d'âge, les personnes âgées, c'est pas du tout un groupe homogène. C'est un groupe qui est très hétérogène. On va s'intéresser, par exemple, au mode de vie des retraités. Et puis, il y a un niveau plus micro, qui est celui des individus. C'est-à-dire, qu'est-ce que les individus ont à dire de leur expérience du vieillissement? Moi, c'est principalement dans ce champ-là que j'ai orienté mes travaux, parce que je me dis, mais finalement, voilà, la retraite des travailleurs des AT, on en parle, mais c'est surtout les professionnels, les familles qui en parlent. Les personnes elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles ont à dire de cette expérience-là?
Donc voilà, je me suis principalement servi de... Mes travaux étaient principalement dans cet axe-là, mais j'ai mobilisé différents axes. Alors qu'est-ce que ça nous apprend, la sociologie de la vieillesse et du vieillissement? C'est que vieillir, c'est pas seulement un processus physiologique. C'est aussi, et peut-être même avant tout, un phénomène social. Pour différentes raisons. D'abord, il y a des inégalités sociales. On ne vieillit pas tous de la même façon. En fonction de sa catégorie socio-professionnelle, en fonction de son parcours de vie, on ne va pas vieillir de la même façon. On sait aujourd'hui que les ouvriers ont une espérance de vie plus faible que les cadres. D'accord ? Et ça, voilà, c'est pas physiologique, c'est social. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans sa vie, on va se sentir vieux ou vieillissant? C'est pas forcément que notre corps. Alors, notre corps peut nous envoyer quelques signaux, effectivement, mais on peut aussi décider de ne pas en tenir compte. D'accord ? Ce qui va nous rendre, ce qui va très souvent nous faire nous sentir vieux ou vieillissants, c'est la société, c'est le regard des autres. Je prends souvent un exemple, parce que je le trouve assez parlant, les échantillons qu'on vous met dans vos sacs quand vous allez faire des achats en parfumerie. Vous voyez, je suis sûr qu'il y en a qui ont vécu la même chose, là, je sens que ça réagit déjà. Il y a eu une époque où j'avais des échantillons de parfums. Et j'aimais beaucoup ces choses. C'est des parfums, c'est un moyen de se payer, c'est petit, ça se met dans le sac, c'est pratique. Donc j'avais toujours hâte de découvrir mes nouveaux échantillons de parfums. Et je me souviens bien du jour où je suis sortie de la parfumerie, j'ai ouvert mon sachet pour découvrir mes parfums, il n'y en avait pas. Il n'y avait que des échantillons de crème anti-rides. Et je me suis dit, ok, donc maintenant c'est ça que je renvoie. L'image d'un visage qui se fane, qui serait grand en arrosé. Donc c'est ça, le miroir social du vieillissement. Un autre axe de travaux qui est intéressant en sociologie de la vieillesse et du vieillissement, c'est la déprise. Et j'ai eu la chance pendant ma thèse d'être dirigée par un sociologue qui s'appelle Vincent Karadec, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. La déprise, en gros, c'est l'idée selon laquelle, en vieillissant, on va effectivement avoir de plus en plus de limitations, de plus en plus de difficultés, et les individus vont avoir des difficultés à maintenir, à continuer à s'engager dans les activités qui sont importantes pour eux. On ne peut plus, en gros. Et ce qu'a montré Vincent Karadec et d'autres sociologues, c'est que à ce moment-là, les gens ils vont faire un peu un travail d'économie des forces, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire en sorte de maintenir ce qu'il y a de plus important et ce qui fait sens pour eux. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a toujours aimé jardiner et qui n'arrive plus à entretenir un jardin, il va cultiver des plantes en pot. Quelqu'un qui, je ne sais rien, moi, avait l'habitude d'aller à la messe les dimanches matins, qui ne peut plus y aller, va la regarder à la télévision. D'accord ? Ou alors quelqu'un qui est engagé dans 3-4 activités différentes va dire je ne peux plus faire. Je vais garder cette activité-là parce que c'est ça qui a du sens pour moi. Et je vais économiser mes forces pour pouvoir continuer à me consacrer à ça. Et ce travail d'économie des forces, de réaménagement des activités, les gens, on ne le fait pas seul en fait. On a différents supports sur lesquels on peut s'appuyer. Ça peut être des supports matériels, ça peut être des supports techniques, et c'est aussi des supports humains, c'est aussi notre environnement, nos proches, qui vont nous proposer de nous engager dans des activités, dans des relations, ou qui au contraire vont restreindre le champ des activités. Ce qu'on trouve beaucoup aussi dans les témoignages, c'est, Vincent Karadec a fait là-dessus, la démotorisation. Vous savez, quand les personnes âgées, quand les enfants des personnes âgées leur disent qu'ils se sentent qu'ils arrêtent de conduire, que la conduite automobile ça devient compliqué, et ils essaient de faire en sorte que leurs parents ne conduisent plus, mais du coup les parents quand ils ne conduisent plus, c'est tout un pan de leur vie qui est abandonné. Je me souviens d'une dame qui m'avait dit qu'elle avait des problèmes cognitifs, cette dame super belle. Elle m'a dit mes enfants m'ont enlevé ma voiture parce qu'ils avaient peur que je me perde, mais moi je suis perdue sans ma voiture. Donc voilà, l'environnement va être plus ou moins facilitateur. Alors, il y a peut-être des gens dans la salle qui sont en train de se dire elle est bien gentille, elle est un rapport avec sa sociologie, mais nous, on accompagne des personnes en situation de handicap. Plus des personnes handicapées vieillissantes, c'est pas pareil, nous, nos personnes qui sont en situation de handicap. À quoi je répondrais certes, il peut y avoir des spécificités d'ordre physiologique. On en reparlera cet après-midi. On sait que les personnes avec trisomie 21, par exemple, peuvent avoir la maladie d'Alzheimer très jeune. Ouais, il y a des spécificités. Mais pour les personnes en situation de handicap, comme pour tout le monde, il y a une dimension sociale.
Et c'est évident, parce que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas d'augmentation de l'espérance de vie. La trisomie d'aujourd'hui, c'est la même que la trisomie d'il y a 50 ans. Et pourtant, l'espérance de vie de ces personnes a quasi doublé. Donc il y a bien une dimension sociale dans ce vieillissement. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de changer un peu de perspective, parce que souvent, voilà, quand j'interviens dans les colloques, on me dit voilà, on va parler des défis qui se posent à notre société par le vieillissement. Et moi, je vais vous proposer d'inverser un peu, de dire voilà, c'est quoi finalement les défis qui sont posés par notre société aux personnes en situation de handicap qui vieillissent. Je reprends la question des inégalités sociales. Bah, comme pour tout le monde, il y a des situations sociales diversifiées. Alors effectivement, il peut y avoir un lissage à partir du moment où tout le monde passe à l'allocation adulte handicapé, il y a un même niveau de revenu, mais ils viennent quand même de milieux différents. Et ça, je pense aussi qu'on en reparlera l'après-midi. Les parents peuvent apporter une aide financière notamment. C'est des personnes qui ont des parcours de vie singuliers. Les dispositifs sont énormément évolués, vous l'avez dit, mais les personnes en situation de handicap qui aujourd'hui ont 50, 60, voire plus, ont connu des dispositifs qui étaient moins adaptés. Un moindre accès aux soins, aux loisirs, à une alimentation équilibrée. Quand on prend l'exemple des travailleurs des ZAD, on dit toujours, mais voilà, les travailleurs des ZAD, ils vieillissent vite et ils sont fatigués tôt. Effectivement, quand on le dit, c'est que c'est vrai, et ils le disent eux-mêmes. Mais cela dit, c'est pas lié forcément au handicap, c'est pas la déficience intellectuelle qui fait qu'au bout de 40 ans de boulot, on est fatigué. C'est aussi parce que c'est des gens qui ont connu voilà, des travaux extrêmement répétitifs dans des endroits où les postes n'étaient pas adaptés autant qu'ils peuvent l'être aujourd'hui sur le plan ergonomique. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils avaient tous des problèmes de dos parce qu'ils ont fait un travail répétitif pendant des années et des années. Et puis c'est aussi des personnes qui risquent de vivre des ruptures violentes dans leur parcours de vie. Dans le cadre des entretiens, j'avais des personnes qui, au moment de leur retraite, avaient dû déménager, changer de vie, et ce n'était pas leur choix. Et puis elles avaient été orientées là où il y avait de la place, et elles n'avaient pas choisi le lieu où elles allaient être orientées. Elles n'avaient pas été accompagnées, et ça avait provoqué des ruptures extrêmement brutales dans leur parcours de vie. Après, la question de la déprise, comme j'en parlais tout à l'heure, sur quel support les personnes peuvent s'appuyer, il faut dire que dans le secteur médico-social, pour ça, le secteur est particulièrement riche. Je prends un exemple rapide. J'ai participé à une activité peinture dans un établissement, une unité pour personnes handicapées vieillissantes, et je voyais que chaque personne avait une organisation différente. Il y en a, ils avaient un pinceau, il y en a qui peignaient avec un bouchon parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir un pinceau, il y en a qui avaient un cheval et tout, c'était à plat. Et en fait, c'était adapté à chaque personne. Et voilà, quand vous avez une personne qui aime peindre, qui a besoin de peindre, mais qui n'arrive plus à tenir un pinceau et qu'à la place vous allez vous dire, bah, tiens, si on essaie avec un bouchon, et que grâce à ça, elle peut continuer à peindre, vous accompagnez le travail des déprimés. Après, les activités qu'on va proposer aux gens, bah, ça va aussi dépendre du regard qu'on va porter sur elles. Si on les considère comme vieilles, comme jeunes, comme en bonne santé, tout ça, voilà, on va pas leur proposer la même chose. Et puis aussi, une question sur laquelle on travaille actuellement, c'est finalement, est-ce qu'on accompagne vraiment les personnes dans des activités qui font sens pour elles? Je pense qu'on en reparlera cet après-midi. Ça se voit particulièrement quand une personne développe une maladie d'Alzheimer. On n'arrête pas de le dire, je regarde les collègues avec lesquels on travaille sur cette question-là en ce moment. Une personne qui a une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer, faire sa toilette, ça demande énormément de temps, de concentration, de fatigue. D'accord ? C'est une activité en soi, ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens, de vouloir qu'elle aille vite pour être en activité peinture ou ce que vous voulez à 10 heures. Après, l'offre ne suffit pas. Ce que j'ai vraiment pu voir dans ma thèse, c'est que dans un même établissement, j'allais avoir plusieurs personnes, certaines allaient me dire ouais, moi je fais plein de choses, la retraite c'est génial, je fais la peinture, la chorale, tout ça c'est super. Et après j'allais voir quelqu'un qui allait me dire non, moi je fais rien, je vois personne, et qui avait l'air plutôt triste. À offre égale, les gens s'en saisissent différemment. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, ce que j'ai pu voir, c'est que, à partir du moment, je me suis intéressée à ce qu'on appelle les trajectoires de cessation d'activité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens quand ils ont pris leur retraite. Et je voyais très bien que les personnes qui n'avaient pas vécu de rupture violente, alors ça ne veut pas dire qu'elles étaient restées vivre au même endroit, mais qui avaient été accompagnées dans un changement de vie, et surtout qui avaient eu un maintien des relations les plus importantes pour elles, ces personnes-là, elles s'engageaient dans tout ce qu'on leur proposait. A contrario, les personnes qui avaient vraiment vécu des ruptures extrêmement violentes, elles refusaient de s'investir. Elles refusaient ce qu'on leur proposait, et elles disaient toujours, mais de toute façon, moi je ne veux pas être là, je veux partir. Et une troisième catégorie, c'est ce que j'avais appelé la retraite funambule. C'est des gens, vous l'avez dit tout à l'heure, les dispositifs ont évolué au fur et à mesure, mais il y a des gens, ils ont déménagé en quelque
fur et à mesure que le dispositif évoluait. Il y a des personnes que j'ai rencontrées 3 fois en 6 ans, 3 fois dans un établissement différent. Et à chaque fois, ils me disaient, bah voilà, là, on vient d'apprendre qu'on n'allait pas pouvoir rester, mais du coup, on a un pied, où est-ce qu'on va aller? Et puis, il y a cette question du miroir social du vieillissement. Ce que j'entendais souvent dire, c'est non, mais de toute façon, les personnes avec déficience intellectuelle, elles ne savent pas compter, elles ne sont pas conscientes de vieillir. Effectivement, il y a des entretiens que je fais avec des personnes qui avaient bientôt 60 ans, et quand je leur demandais leur âge, ils me disaient 19 ans. Probablement qu'ils disaient ça pour me faire plaisir, j'ai posé la question. Mais l'âge chronologique, c'est qu'un marqueur parmi d'autres de leur âge. Ça ne les empêchait pas de pouvoir se situer par rapport aux jeunes de l'ESAT, aux anciens, qui étaient eux-mêmes les anciens de l'ESAT, et les vieux qui étaient les vieux dans les maisons de retraite ou leurs parents, par exemple, les générations supérieures. Les personnes en situation de handicap, il faut voir aussi de quelle façon, en fait, quel regard on renvoie sur eux. On a des personnes qu'on va envoyer dans des établissements pour personnes handicapées vieillissantes à l'âge de 40 ans. Dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à l'âge de 60 ans, voire moins. Tout ça aussi, c'est des assignations identitaires. Les personnes que je voyais disaient, on ne va pas les vieux, on est trop jeunes. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument pas orienter les personnes en EHPAD, c'est le nom EHPAD. Je pense que ça n'envoyerait la personne. Il y a aussi la question de l'accès aux soins de prévention. Il y a un moindre accès aux soins de prévention. Et ça, c'est quand même un marqueur en termes de miroir social. Là aussi, je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans la salle. J'ai fait l'expérience en tant que femme d'avoir 50 ans. J'ai même pas eu le temps de souffler mes bougies que je recevais déjà une semaine avant des messages d'Amélie. Voilà, 50 ans, hop hop hop, mammographie, frottis, tiens, faire un kit, d'accord? Ah, c'est très bien, on a de la chance pour l'instant d'avoir tout ça. Mais c'est un indicateur. De la même façon, quand vous êtes une femme et que vous avez passé 50 ans, si jamais vous avez un peu chaud, même en pleine canicule, il y aura toujours des gens pour vous dire vous faites chaleur? Non, 35 carrés, moi. Comme tout le monde. Vous voyez, le miroir social du vieillissement, quand on est une femme de 50 ans, c'est plus un miroir, c'est nous. Je reprends une anecdote rapidement. Le docteur Revilla, qui est médecin gériatre à Paris, et qui fait des consultations pour notamment du diagnostic de maladie d'Alzheimer pour les personnes en situation de handicap, avait reçu une fois une dame avec des professionnels, une dame avec trisomie qui avait passé 50 ans. Les professionnels disaient elle a une maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle a des troubles du comportement. C'est quoi ces troubles du comportement? Des fois, elle se met sous la douche tout habillée, sous l'eau froide, et elle faisait pas ça avant. D'un coup, elle va s'asperger d'eau froide alors qu'elle est tout habillée. Sinon, c'est troublant. Et puis, ils ont fait un bilan de santé, et je vous donne envie, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette dame? Elle entre en ménopause, elle est là. On lui en avait jamais parlé. Elle ne savait pas ce que c'était. Donc, c'était assez cohérent d'aller se mettre sous l'eau froide. Les professionnels n'y ont pas pensé. Une femme de plus de 50 ans, là, pour le coup, on a pensé maladie d'Alzheimer avant de penser ménopause. Parce qu'elle avait une trisomie 21. C'est extrêmement important parce que c'est la façon dont on est formé, ça. On est tous formés à regarder un petit morceau de la personne. D'accord? On a des établissements où on va avoir du personnel éducatif et c'est des établissements qui sont non médicalisés. Et puis on a des établissements où ce sera plus médicalisé, où là on aura du soin. Mais du coup, les personnes, on va voir ou la dimension sociale ou la dimension soin. On a des professionnels qui vont être formés ou au handicap ou au vieillissement. Quand j'intervenais en formation d'éducateur à une époque, je venais parler du vieillissement des personnes en situation de handicap et j'avais tout le temps des gens qui me disaient non mais moi ça m'intéresse pas, je ne sais pas travailler avec des vieux, tout ça. Et je leur dis mais sérieux, vous avez trouvé la fontaine de jouvence. Les gens que vous accompagnez ne vont pas vieillir. Dites-moi comment ils font, ça m'intéresse. Et à l'inverse, quand j'allais aussi faire des interventions sur le handicap en formation de soins infirmiers, j'avais régulièrement des étudiants qui venaient voir Olivier en disant non, madame, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, je peux travailler dans le handicap, j'ai travaillé à l'hôpital. J'avais d'après vous, les personnes en situation de handicap, ça a un gros problème de santé, elles vont à l'hôpital. On est tous formés, socialisés dans la sociologie, à regarder un petit morceau de la personne. Alors, vous voyez, on est quand même face à un fameux paradoxe. C'est-à-dire qu'on a des personnes dont on dit qu'elles ont un vieillissement précoce, elles vieillissent plus vite que les autres et du coup elles sont vieillissantes à 40 ans. Et en même temps, on a des pathologies liées à la vieillesse, comme la maladie d'Alzheimer, qui sont totalement invisibilisées. Et ils sont vieux, ils sont pas vieux. Et après, c'est elles qui ont un problème pour se repérer, qui se sentent pas vieillir. Et je pense qu'on n'est pas très au clair nous-mêmes par rapport à ces notions-là. Je terminerai par ça.
faut vraiment le souligner, vous l'avez dit en introduction, mais je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Le cloisonnement entre politique de la vieillesse et politique du handicap, c'est un choix politique. Sur le plan scientifique, ça repose sur rien ne justifie. C'est un choix politique qui s'explique dans une histoire que j'ai pas le temps de refaire. Mais ça fait qu'on a des dispositifs qui vont être ciblés, qui vont être accessibles aux uns et pas aux autres. On en parlera cet après-midi, on travaille avec les équipes spécialisées Alzheimer, qui sont vraiment très très aidées en tant qu'elles peuvent intervenir dans un établissement. Mais elles n'auront pas le droit d'intervenir dans un établissement qui est médicalisé, parce que c'est le même financement. Et du coup, leur expertise, elles ne pourront pas l'apporter uniquement parce que c'est un établissement qui bénéficie du même financement. On a des compétences qui sont nécessaires, on a des personnes qui ont un handicap et qui vieillissent. On a besoin de compétences différentes qui sont actuellement éclatées et avec des cultures professionnelles différenciées. Et ça, c'est un accélérateur de vieillissement. Si on n'a pas les compétences, si on n'a pas les compétences, c'est pas parce qu'on est bête ou méchant, on est formé pour voir un certain aspect de la personne. Si on n'arrive pas à donner les compétences, on ne peut pas accompagner les gens véritablement. Et là, effectivement, les personnes vont vieillir vite, on dira, vieillissement précoce. On crée de la situation de handicap. On rajoute de la situation de handicap. Aujourd'hui, on parle de personnes handicapées, on parle de personnes en situation de handicap pour bien rappeler que le handicap, c'est pas la personne. C'est une personne avec des difficultés dans un environnement donné. Donc, on crée du handicap. Et c'est une perte de chance pour tout le monde. Une perte de chance pour tout le monde parce que la vieillesse, elle peut s'accompagner de déficiences. Les personnes âgées peuvent être en situation de handicap à partir d'un certain âge et vivre avec une maladie d'Alzheimer est une situation de handicap. Et la maladie d'Alzheimer, c'est incurable. Ce qu'on fait quand on accompagne les personnes, c'est agir sur l'environnement. C'est une situation de handicap. Et donc, il y a un intérêt particulier à croiser les regards. Accompagner les personnes dans une perspective globale, encore une fois, c'est pouvoir croiser les regards, c'est pouvoir mettre les compétences en synergie, en commun, et on voit bien que quand on fait ça marche. Et c'est ça qui va permettre d'accompagner dans une logique de parcours. Aujourd'hui, on parle de logique de parcours, mais comment on peut parler de logique de parcours à partir du moment où on a des établissements pour les gens qui sont vieux, pour les gens qui sont handicapés, pour les gens qui ont des besoins de soins, ou pour les gens qui n'ont pas besoin de soins, comme si n'importe qui dans sa vie pouvait ne jamais avoir besoin de soins. Tant qu'il y aura cette organisation ultra cloisonnée, on ne peut pas parler de logique de parcours. Et par contre, quand on arrive à travailler ensemble, on en parlera cet après-midi et je vais le taire, on voit qu'il y a véritablement un enrichissement mutuel et au bénéfice du plus grand nombre.